à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission L'art de la rédaction. Ici, nous apprenons à utiliser des mots pour former des phrases et des phrases pour créer des textes avec un seul objectif, l'esthétique littéraire dans la production écrite. Après une période d'absence, nous voici de retour sur ce plateau, prêts à découvrir de nouvelles techniques de rédaction. Et en parlant de rédaction, nous aurons une série d'émissions sur la réussite de l'épreuve de français au bac avec des invités spéciaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons une courte pause. L'art de la rédaction, écrivons bien. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, j'ai un invité spécial sur ce plateau. Spécial pour deux raisons. La première, c'est qu'il est déjà passé ici sur ce plateau pour s'entretenir avec nous sur le sujet. Et la deuxième, eh bien, restez avec nous pour la découvrir. Monsieur Ferdinand Mitombaou, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Vous êtes enseignant de français, vous êtes l'actuel secrétaire de l'Association des professeurs de français du Bénin, section Plateau. Ça sera vraiment un régal de vous écouter sur le sujet. Nous parlons de l'épreuve de français au bac. Et avant d'entrer dans le fond, nous aimerions d'abord découvrir quelle est la forme de cette épreuve. À quoi ressemble-t-elle? Alors, merci beaucoup. L'épreuve de français au bac, c'est une épreuve qui, comme ça s'entend d'ailleurs, évalue les compétences linguistiques des apprenants dans la pratique de la langue française. Et pour ce faire, elle est composée de plusieurs parties. Oui. Il y a d'abord une situation d'évaluation qui met le contexte permettant l'évaluation. Et à la suite, on a un corpus de 3 textes choisis pour leur qualité littéraire ou en fonction de ce qu'on veut évaluer précisément. Et après cela, nous avons les consignes. Et pour ce qui concerne les consignes, c'est subdivisé aussi en 2 parties. Oui. Il y a la compétence de lecture et il y a les travaux d'écriture. Pour les travaux d'écriture précisément, il y a encore 3 autres subdivisions à retrouver là. Nous avons les exercices de contraction de tests, de commentaires composés et de dissertation. Et ces exercices sont effectivement au choix. Merci beaucoup pour ces informations. Intéressons-nous à la partie consigne, qui est la deuxième partie de l'épreuve, et à la première partie de la deuxième partie consigne. Donc, le grand 1, la compétence de lecture. Quelles sont les consignes qu'on retrouve à ce niveau? Alors, avant d'aborder les consignes qu'on retrouve au niveau de la partie compétence de lecture, il faut dire qu'à ce niveau, ce qu'on veut réellement évaluer, les candidats doivent savoir qu'on attend de certaines qualités. Et c'est ça qu'on vérifie à travers la compétence de lecture. Et la lecture ici doit se comprendre comme la capacité à lire et surtout à comprendre des textes. Donc, toutes les questions qui sont posées à ce niveau, c'est pour vérifier s'ils ont effectivement compris le corpus de texte qu'on leur a proposé et qu'ils viennent justement de lire. Et dans ce sens, nous avons des questions liées au thème, à la thématique, et parfois également des questions liées au type de test, à la tonalité, au type de raisonnement quand il s'agit de tests argumentatifs. Et beaucoup d'autres questions rentrant dans le cadre de la compréhension globale des textes. Mais le plus souvent, ce qu'on retrouve, c'est les questions liées au thème abordé par les 3 textes, à savoir le thème commun et les thèmes spécifiques de chaque test découlant évidemment du thème commun. Et parlant bien sûr des questions générales, c'est-à-dire la thématique commune aux 3 tests, quelle méthode est-ce qu'un candidat peut utiliser pour être sûr à 100% d'avoir réussi à identifier le thème commun aux 3 tests? Alors, identifier le thème commun aux 3 textes, ce n'est pas une tâche compliquée. Je pense même que c'est beaucoup plus simple d'identifier le thème commun que d'identifier les thèmes spécifiques au test. Le thème commun, déjà, il faut savoir que c'est le thème qui se retrouve
dans chacun des textes. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a forcément un aspect de ce thème qui se retrouve dans chacun des textes proposés. Et la stratégie que moi, je préconise surtout, Oui. pour ne pas se tromper, Oui. c'est d'abord de partir au niveau de chaque test. D'abord, il faut lire la situation d'évaluation, Oui. essayer de bien comprendre la situation d'évaluation, parce qu'il y a toujours des indices vers le thème commun à partir de la situation d'évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une mise en contexte. Et lire chaque test, comprendre chaque test, et surtout essayer de dégager de quoi chacun des tests parle. Et à partir de là, on peut déjà avoir une idée globale du thème que les 3 textes partagent en commun. D'accord. Donc je pense qu'il faut plutôt faire la démarche inverse, c'est-à-dire aller vers les thèmes spécifiques d'abord et puis après revenir au niveau du thème commun. Aller vers les thèmes spécifiques d'abord et revenir ensuite au niveau du thème commun. Mais le mot spécificité qu'on voit généralement sur les épreuves là, ça signifie quoi? Quel est le réel sens du mot spécificité? Le réel sens, que les candidats ne soient pas mystifiés Oui. par ce thème-là. Ce qu'on dit simplement, c'est de quoi parle chacun des textes. Quand on parle de thème spécifique, l'adjectif qualificatif spécifique qui est ajouté là, c'est en rapport avec la question liée au thème commun. Donc, s'il y a un thème qui est commun aux 3 tests, c'est qu'il y a des thèmes particuliers de chacun des tests en lien avec ce thème commun-là. Donc, il n'y a rien de compliqué, de difficile à ce niveau. Oui. Et je pense que quand on parle de thèmes spécifiques, l'apprenant doit se poser sur chacun des tests qu'il lit un certain nombre de questions pour y arriver beaucoup plus facilement. À savoir de quoi le test parle, quel est le type de texte auquel j'ai à faire face, quelle est, si possible, ça dépend, la tonalité qui domine le test en question, quelle est la démarche que l'auteur utilise pour dérouler son intention, et justement quelle est l'intention de l'auteur. À partir de cette petite question, l'apprenant fait un travail d'exploration sur le test qu'il a lu, et les réponses de chacune de ces questions lui permettront d'avoir le thème spécifique dans sa version complète. Merci beaucoup pour cette réponse et je vais justement me servir de cela pour remonter encore un peu en haut pour parler du thème commun. Je parle surtout de la formulation du thème commun. Généralement, on dit que c'est nominal. La formulation du thème commun est nominale. Mais quant au thème spécifique, est-ce que c'est la même chose? Alors, je dois faire une petite précision d'abord au niveau de ce qu'on appelle formulation nominale. Oui. Ce n'est pas parce qu'on dit que la formulation du thème commun doit être nominale qu'il faut juste, au niveau des réponses, mettre simplement le thème sans que cela ne soit inséré dans une phrase. C'est-à-dire, vu que de plus en plus on conseille de constituer les réponses liées à la compétence de lecture sous forme de paragraphes, au début, il ne faut pas dire, par exemple, thème commun, l'éducation. Il faut insérer ça dans une phrase. C'est la partie du thème commun qui ne doit pas être verbale. D'accord. On ne peut pas dire, par exemple, l'éducation est le fait d'apporter des informations à quelqu'un. Je le dis comme ça à tout hasard. Ça, ce n'est pas un thème commun. Mais en voulant insérer le thème commun que j'ai trouvé, qui est l'éducation, par exemple, dans le discours, dans le paragraphe que je veux construire pour répondre à ma question, il faut forcément qu'il y ait un verbe dans la phrase. Donc, la forme nominale concerne la partie où le thème commun se trouve. Revenant au thème spécifique, d'une façon ou d'une autre, les thèmes spécifiques ne peuvent pas être sous la forme nominale. Et on conseille que ces thèmes soient formulés à partir de l'intention de l'auteur. Et l'intention de l'auteur prend en compte forcément le type du texte. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que l'apprenant doit chercher, n'est-ce pas, les types de chacun des tests qu'il a lus. Et c'est cela qui va lui permettre d'avoir une réponse complète au niveau du thème spécifique. Et chaque type de test donne lieu
ou bien induit un verbe précis. Nous en avons, je crois, nous avons 5 types de tests. Il y a la narration, Oui. la description, Oui, l'argumentation, oui, il y a le test explicatif, il y a aussi le test injonctif. Et chacun de ces tests découle sur un verbe conjugué qu'on doit nécessairement voir dans la formulation du thème spécifique d'accord. avant que la réponse ne soit complète. Est-ce que nous si vous pouvons avoir permettez, des exemples oui, de ces verbes-là, justement, justement? pour le test narratif, Oui, nous avons le verbe raconter oui, ou narrer. oui, Pour le test descriptif, nous avons décrire ou bien faire le portrait si la description est liée à une personne ou à un animal. oui, Pour le test injonctif, nous avons le verbe donner des conseils, donner des recommandations, faire une prière. Ça dépend de ce qu'il y a dans le test, contenu oui. du test. Pour le test argumentatif, nous avons défendre, montrer, démontrer, prouver, etc. Et pour le test explicatif, naturellement, nous avons le verbe expliquer. Donc, dans la formulation des thèmes spécifiques, il faut qu'un de ces verbes soit utilisé pour permettre de préciser exactement ce que l'auteur fait, non seulement dans la forme et dans le fond. Le message qu'il passe, donc le contenu, Oui. va venir après le verbe évidemment, oui. et la forme du test ici qui concerne le type, la démarche qui a été utilisée. Et comment, par exemple, on peut débuter avec ces verbes-là? Si je suis devant ma copie, qu'est-ce que j'écris de façon concrète? De façon concrète, bon, moi je ne suis pas trop fan des formules qui commencent par l'auteur, Voilà. mais je préfère qu'on remplace l'auteur par le nom, parce que forcément, l'apprenant, le candidat, a les informations sur l'auteur des différents tests. Donc, Oui, il met le nom de l'auteur et il dit telle personne raconte l'histoire d'un jeune homme qui a eu un accident, par exemple. Ça, c'est une réponse complète. Contrairement à celui qui va écrire, par exemple, l'auteur raconte l'histoire d'un jeune homme. C'est vague. Donc, vous voyez, j'ai même ajouté un qui, quelque part, pour insérer d'autres détails liés à l'histoire racontée. Oui. Donc, cela peut se faire également au niveau des autres types de tests. L'essentiel, ce n'est pas d'alourdir la formulation, mais c'est de donner le plus de détails possible pour que le correcteur ne soit pas amené à retrancher des points parce qu'il juge peut-être la réponse incomplète. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Vous l'avez déjà abordé, il y a d'autres types de consignes qui ne sont pas générales ou peut-être qu'on ne retrouve pas assez souvent, mais qui existent. Il s'agit de la typologie, de la tonalité, des types de raisonnement. Vous pouvez dire quelques mots là-dessus? Alors, pour la typologie déjà, je pense que c'est un peu redondant si sur une épreuve, on a déjà demandé le thème comme les thèmes spécifiques et qu'on revienne encore demander la typologie. Et c'est dans le bénéfice des apprenants, vu qu'ils auraient déjà identifié les types de tests pour les questions liées aux thématiques. Oui. Et qu'ils reviendraient encore pour la même question. Et je pense que c'est tout à fait simple. C'est comme la manière dont on pose la question au premier cycle. Oui. Donc, l'apprenant aura simplement à partir d'un certain nombre d'indices, identifier le type de test et à consigner ça sur sa copie comme réponse. Oui. Et en dehors de cela, pour ce qui concerne les tonalités dominantes, oui, je crois, ce sont évidemment les sentiments que le texte a suscité chez le candidat, chez le lecteur. Oui. Et c'est à partir de ces sentiments qu'on débouche sur les diverses tonalités qui existent. La tonalité pathétique, oui, qui inspire la pitié par exemple, la tonalité tragique qui fait cas d'une situation dramatique qui a conduit à un décès, oui, la tonalité épidictique qui est beaucoup plus liée à la description et qui fait les louanges d'une personne, qui fait l'éloge d'une oui, personne. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent se retrouver évidemment dans les tests qu'on propose, et c'est au candidat de lire, de comprendre et d'identifier cette tonalité dominante. Donc vous voyez avec moi que
tout part de la compréhension. Et quand on ne comprend pas le test, forcément, on a du mal, que ce soit au niveau des thèmes, des questions liées au thème, Oui. que ce soit au niveau de la typologie, que ce soit au niveau des tonalités, on a du mal à réellement s'imprégner de ce qui est en termes de contenu dans le test et à répondre convenablement aux questions. Aux questions. Tout part de la compréhension. Merci à vous pour ces informations précieuses qui, je l'espère, seront d'une très grande utilité. Chers abonnés de SOE TV, j'avais annoncé que cet invité était spécial pour 2 raisons. J'ai donné la première. La deuxième, c'est qu'il est également le coordonnateur du club de lecture de la section plateau de l'Association des professeurs de français du Bénin. Ce club a été créé en ce début d'année scolaire et vous pouvez même retrouver un reportage sur notre chaîne SOE TV. La véritable surprise, bien entendu, c'est qu'il va nous donner quelques raisons pour lesquelles il faut absolument lire lorsqu'on est un candidat. Vous l'avez entendu tout de suite parler de la compréhension, donc il reviendra là-dessus. Je vous reviens donc, Monsieur Ferdinand. Pouvez-vous nous donner de manière succincte 2 ou 3 raisons pour lesquelles il est primordial pour un candidat de lire? Alors, moi je ne dirais pas que c'est seulement pour les candidats. Je pense que c'est pour tout le monde. Qu'on soit encore apprenant, étudiant ou même déjà en situation professionnelle. La lecture, c'est une vertu indispensable pour notre personnalité, pour notre cerveau. Et je pense que c'est un médicament pour le cerveau. Autant quand on ne se porte pas bien, on va prendre des médicaments pour s'arranger physiquement. Autant le cerveau a besoin de lecture. Et je voudrais préciser que c'est, disons, c'est pour 2 ou 3 raisons essentielles qu'il faut absolument lire. Premièrement, la lecture permet de développer les connaissances. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période où les informations coulent à flot dans tous les domaines. Et c'est la meilleure période, selon moi, de l'humanité où ces informations existent en grand nombre et surtout qu'il y a de la facilité à les avoir. Oui. Et donc, à travers la lecture, on développe ses propres connaissances sur plusieurs domaines et ça permet dans des discussions, dans des échanges, d'avoir toujours quelque chose à dire par rapport à tel ou tel aspect d'un domaine donné. Et ça fait toujours du bien de savoir qu'on a des choses à dire, sinon on devient une personne ennuyante. C'est cela. L'autre raison qu'il faut marteler, c'est que la lecture, et ça c'est surtout à l'endroit des candidats, la lecture permet de développer l'expression orale et écrite. Quand on lit, on découvre, on enrichit son vocabulaire parce qu'on découvre des mots qui sont placés dans des contextes donnés, qu'on comprend parfois même sans recourir au dictionnaire. Oui. Et on garde évidemment le sens de ces mots qu'on utilise plus tard, que ce soit dans l'expression orale, dans l'expression écrite. À travers la lecture, on arrive à corriger ces problèmes de grammaire, de conjugaison et autres, parce qu'on voit comment les autres rédigent dans les livres, et donc on imite. Oui. Et ça règle beaucoup de problèmes de syntaxe, de grammaire, sans qu'on ne s'en rende compte, sans qu'on ne soit forcément en mesure même d'expliquer les règles qu'on applique. De sorte qu'on peut dire, c'est comme ça qu'on écrit ça, sans savoir exactement les raisons. Et les enseignants de français sont là pour, bien sûr, donner des indices pour être en mesure d'expliquer les règles grammaticales qu'on applique. Mais déjà, à travers la lecture, on peut développer ces compétences-là de manière naturelle, avant que l'enseignant de français ne vienne jouer le rôle qu'il a joué. Donc, c'est très important si l'on veut améliorer sa capacité à bien rédiger ou à bien parler, à lire. Et pour finir, je dirais que la lecture permet aussi de développer l'esprit critique, l'esprit d'imagination d'une personne. Parce que, comme le dit quelqu'un, on voyage beaucoup à travers les lectures. Les livres, oui. Et on se cultive beaucoup, on se cultive assez. On est souvent en confrontation avec les points de vue des autres.
Et ça développe l'esprit critique. Ça Oui. permet de relativiser face à tout ce qu'on a. Ça permet d'éviter qu'on soit extrémiste, qu'on soit radical dans ces prises de position, parce qu'on voit qu'il y a une pluralité d'opinions dans les livres, et forcément, ça s'intègre à notre personnalité, ça s'intègre à qui on est, et ça permet de nous construire convenablement. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, Oui. il est très important de s'adonner à la lecture, et surtout sans modération. Merci beaucoup. Et surtout sans modération, parce que la lecture permet, vous l'avez dit, de développer des connaissances, d'améliorer sa production orale et écrite, et de développer également un esprit critique. Très bien. Et puisque dans cette émission, nous parlons d'astuces, quelles sont, selon vous, les stratégies que vous pouvez donner à quelqu'un qui aimerait bien commencer par lire, hein, au vu de toutes ces raisons? Alors, avoir l'envie de commencer la lecture, je pense que c'est le plus grand pas qu'on peut poser. Oui. Parce que vous savez, il y en a qui savent très bien que la lecture est très avantageuse, mais qui n'ont jamais eu cette volonté. Donc, je pense que tout part de cette volonté-là. Oui. Pour le reste, il faut commencer. Il ne faut pas, comme on le dit, procrastiner. Il ne faut pas remettre toujours à demain. Demain, ce il qu'on faut peut faire commencer aujourd'hui. par de courts extraits, Oui. comme les recueils de nouvelles. Oui. Lire une nouvelle par semaine, par exemple. Ça peut paraître trop, mais trop en termes du nombre de jours. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, ce n'était pas sa passion de lire, essayer de lire une nouvelle qui fait généralement 6 ou 7 pages ou une dizaine de pages par semaine, je pense que ça va régler son problème. Et petit à petit, quand il va prendre goût, oui, on va voir que progressivement, il va commencer par augmenter le nombre de pages à lire par jour jusqu'à être en mesure d'avaler de grands romans volumineux, oui, en quelques jours simplement. Donc, c'est ne pas vouloir être un grand lecteur tout de suite. Oui. Il faut commencer petit à petit avec les petits recueils, avec les courts extraits. Et je pense que petit à petit, on peut arriver à lire, à beaucoup lire, et sans modération, comme j'ai dit. Merci beaucoup. Il ne faut pas en même temps viser le plus grand objectif, hein, et vouloir lire les 1000 pages. Il faut commencer par les petits recueils. Même les plus grands lecteurs, ça a toujours été comme ça, c'est petit à petit. Et quand vous faites quelque chose et vous prenez goût à la chose, forcément, on se déploie davantage pour ça. Oui. Donc, il ne faut pas viser les grandes œuvres littéraires de 400-500 pages tout de suite. C'est pour ça que je conseille toujours à mes candidats, mes apprenants, de commencer par les petits recueils de nouvelles surtout, ou de contes. De contes, c'est qui est intéressant. Voilà, sur des thématiques qui les intéressent. Oui. Par exemple, les recueils de nouvelles où l'amour est le centre de l'œuvre. Je pense que ça peut permettre d'appâter, ça peut aiguiser l'intérêt pour que progressivement on puisse commencer par aller vers d'autres thématiques et d'autres genres beaucoup plus volumineux. Bien entendu. Une fois encore, merci pour toutes ces belles astuces que vous venez de partager avec nous. Et je vous dirais encore merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ce plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie sincèrement pour ce canal que vous m'offrez pour partager le peu d'informations que j'ai avec les candidats, avec les apprenants. Chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons accueilli sur ce plateau M. Ferdinand Miton-Baou et avons échangé sur la maîtrise de la compétence de lecture présente sur l'épreuve de français au bac. Il a également donné quelques conseils pour réussir avec la lecture. Victor Hugo dit « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Je vous laisse méditer sur cette pensée de l'auteur et vous souhaite une excellente semaine de travail. D'ici là, portez-vous bien.